Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la composée des fonctions, définition, limite et continuité. Ça veut dire quoi la composée de deux fonctions? On vous donne une fonction f et une fonction g. Je prends x dans l'ensemble des définitions de f et je calcule f de x. Et ce que je trouve ici, le nombre f de x, je cherche son image par g. Donc, je calcule g de f de x. La fonction qui a x associe g de f de x, c'est la composée des fonctions f et g, on l'appelle g rond f. Donc, si x appartient à l'ensemble des définitions de f, g rond f de x, c'est g appliqué à f de x. L'ensemble des définitions de g rond f, c'est quoi? Pour pouvoir composer ici, l'ensemble des définitions de g rond f, c'est l'ensemble des x dans R, tel que x appartient à l'ensemble des définitions de f, et f de x qui appartient à l'ensemble des définitions de G. Exemple, je vous donne f de x égale x au carré et g de x égale 3x moins 1. Et je veux calculer g rond f de x. Donc, voilà f, voilà g. Si par exemple je prends le nombre 3, f de 3, c'est 3 au carré, c'est 9. Le nombre 9, je calcule son image par g. 3 fois 9, c'est 27, moins 1, c'est 28. Donc g rond f de 3, c'est 28. Alors que, si je commence par g, et puis j'applique f, si je prends le nombre 3, je calcule g de 3, c'est 3 fois 3, 9, moins 1, ça fait 8. Et f de 8, c'est 8 au carré, c'est 64. Et vous voyez que g rond f de 3, ce n'est pas f rond g de 3. C'est-à-dire que g rond f, généralement, ce n'est pas égal à f rond g. Pour x quelconque, ici il n'y a pas de problème d'ensemble de définition puisque les deux fonctions sont définies sur R. Donc pour x dans R, g rond f de x, c'est g appliqué à f de x. F de x, c'est x au carré. Et g de x au carré, c'est 3 fois x au carré moins 1. Alors que pour x dans R, si je veux calculer f rond g de x, c'est f de g de x. G de x, c'est 3x moins 1. Et f de 3x moins 1, c'est 3x moins 1, le tout au carré. Et vous voyez que l'expression de g rond f de x et l'expression de f rond g de x ne sont pas les mêmes. Ça confirme que g rond f n'est pas égal à f rond g. Bien. Pour la limite de la fonction composée, vous avez la fonction f, puis la fonction g, et là c'est g rond f. Que dit le théorème? Eh bien, si limite, lorsque x tend vers a de f de x, c'est b. Donc x tend vers a, f de x tend vers b. Et si la limite, lorsqu'un nombre tend vers b, grand x, c'est-à-dire f de x ici, je mets dans une boîte que j'appelle grand x. Si lorsque grand x tend vers b, g de grand x tend vers c, c'est-à-dire si limite, quand grand x tend vers b de g de x, c'est c, alors
la limite quand x tend vers a de g rond f de x, c'est C. Donc voilà, x tend vers a, f de x a une limite b, et je sais que lorsqu'un nombre tend vers b, lorsqu'un nombre grand X tend vers b, son image par g elle tend vers c, alors pour x tendant vers a, la limite de g rond f de x, c'est c. Ici, a, b, c sont finis ou infinis, peu importe. Un premier exemple, je vous donne f de x égale sinus 1 sur x. Je veux calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Et je sais que si un nombre tend vers 0, son sinus tend vers sinus 0, c'est-à-dire 0. Donc ici, la fonction qui a x associe sinus 1 sur x, la fonction f, on voit bien que c'est une composée de deux fonctions. On prend x, on calcule d'abord 1 sur x, on peut l'appeler u, cette fonction. Donc u de x, c'est 1 sur x. Je compose avec la fonction sinus. v de x égale sinus x. Donc, f de x, c'est sinus u de x. Donc, sinus 1 sur x. C'est sinus rond u de x. C'est la fonction sinus composée avec u appliquée à x. En appliquant ce théorème, alors si x tend vers plus l'infini, on va écrire, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Si x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Et on sait que si un nombre grand x, c'est une étiquette, et limite quand grand x tend vers 0 de sinus grand x, c'est sinus 0 parce que la fonction sinus est continue en 0, ça fait 0. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de sinus 1 sur x, c'est 0. Donc ici, quand grand x tend vers 0, sinus grand x tend vers 0, la composée, donc la limite c'est 0. Le deuxième exemple, je prends f de x égale x fois sinus 1 sur x. Et je veux chercher sa limite en plus l'infini. Ici c'était en plus l'infini. En plus l'infini, on vient de voir que sinus 1 sur x a pour limite 0, mais x tend vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Pour cela, je vais d'abord vous rappeler quelques formules sur les limites des fonctions trigonométriques. On sait que la limite quand un nombre x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. Limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est 1. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x2, c'est 1,5. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x, c'est 0. Eh bien, on va appliquer ces formules, une de ces formules. f de x ici, je vais l'écrire sous la forme sinus 1 sur x divisé par 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc je vois sinus grand x sur grand x. Si j'appelle grand x égale 1 sur x. Quand grand x tend vers 0, sa limite c'est 1. Donc je vois que f de f ici, c'est la composée de deux fonctions. F, c'est la composée de deux fonctions. D'abord, la fonction x associe 1 sur x, je l'appelle u. Donc j'appelle u de x égale 1 sur x.
et j'appelle V de x, V de grand X, c'est sinus grand X sur grand X. Et si je calcule V rond U de x, je trouve x sinus 1 sur x. Donc je vais écrire, on pose U de x égale 1 sur x, et V de x, V de grand X égale sinus grand X sur x. Alors, V rond U de x, c'est V de U de x. U de x, c'est 1 sur x. V de 1 sur x, c'est sinus 1 sur x divisé par 1 sur x, c'est x sinus 1 sur x, c'est-à-dire f de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de U de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini U de x, c'est 1 sur x, c'est 0. Et la limite quand grand X tend vers 0, 1 sur x ici, je le mets dans une boîte, et j'appelle grand X, ça tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc limite quand grand X tend vers 0 de V de grand X, c'est la limite quand grand X tend vers 0, V de grand X, c'est sinus grand X sur grand X. C'est 1. Donc ici, quand grand X tend vers 0, V de x tend vers 1. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, de V rond U de x, c'est 1. Ça, c'est la fonction V rond U. Limite de V rond U de x égale 1, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini, V rond U de x, c'est x sinus 1 sur x, sa limite, c'est 1. On peut faire plus court, il suffit d'écrire tout simplement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0, et limite quand grand X tend vers 0 de sinus grand X sur grand X égale 1, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus 1 sur x divisé par 1 sur x égale 1, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x égale 1. En fait, il suffit d'écrire ça, ce n'est pas la peine de faire comme tout à l'heure. Application suivante. Je veux chercher la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x sur x au carré. Ce que je sais, c'est que la limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x2, c'est 1,5. X et x2. Je n'ai pas 4x ici. Donc je vais écrire que ceci, c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x divisé par, je vais écrire 4x au carré, donc à la place de x, je vais écrire 4x, donc grand X ici, ce sera 4x. Mais comme ce n'est pas exactement la même chose, donc je vais devoir multiplier par 16 ici. Et puis je vais écrire, on a limite quand x tend vers 0 de 4x, c'est 0, ce nombre 4x, et limite quand grand X tend vers 0 de 1 moins cosinus grand X sur grand X au carré, c'est 1,5. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x divisé par 4x au carré, c'est 1,5, ce qui implique la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x sur x au carré égale
Cette limite, c'est 1,5. Je multiplie par 16, je trouve 8. En fait, j'ai utilisé ce théorème sur la limite de la fonction composée parce que j'ai considéré la fonction x associe 4x, si je l'appelle u, donc u de x égale 4x, et j'ai composé avec la fonction v, définie par v de x égale 1 moins cosinus x sur x2. La composée, v rang u, c'est la fonction qui a x associe 1 moins cosinus 4x sur 4x au carré. Dans cet exemple, on veut chercher la limite en pi sur 2 de tangente pi moins 2x sur x moins pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, pi moins 2x tend vers 0, et x moins pi sur 2 tend vers 0. Et lorsque pi moins 2x tend vers 0, sa tangente tend vers 0. Donc là, la forme à déterminer, 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut se ramener au cas la variable qui tend vers 0, parce que pour utiliser nos formules trigonométriques, dans ces formules, tout le temps, la variable, ça tend vers 0. Eh bien, si x tend vers pi sur 2, pi moins 2x tend vers 0. Donc ceci, ce sera ma nouvelle variable. Donc je vais écrire ces limites quand x tend vers pi sur 2. J'écris tangente pi moins 2x divisé par... J'ai envie d'écrire en bas pi moins 2x pour avoir le même nombre qui tend vers 0, pour utiliser cette formule. Mais seulement, comme j'ai seulement x moins pi sur 2, je vais devoir multiplier par moins 1,5. Moins 1,5 de pi, c'est moins pi sur 2. Et moins 1,5 fois moins 2x, c'est x. Donc, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de moins 2 fois tangente pi moins 2x divisé par pi moins 2x. Et là, je vois que ceci, c'est la composée de deux fonctions. La première fonction, x associe pi moins 2x, si je l'appelle u. Donc u de x, c'est pi moins 2x. La deuxième fonction, qui a un nombre grand x, associe la fonction v, c'est tangente grand x sur grand x. Donc ici, la fonction v rang u de x, c'est v appliqué à u de x. V appliqué à u de x, c'est-à-dire pi moins 2x, ça donne tangente pi moins 2x sur pi moins 2x. Ça donne ça. Alors, on va appliquer ce théorème, on va dire limite quand x tend vers pi sur 2 de pi moins 2x, c'est égal à 0. Donc si x tend vers moins pi sur 2, pi moins 2x tend vers 0. Et limite, quand grand x tend vers 0, de v de grand x, c'est-à-dire tangente x sur x, c'est 1. Donc, la limite, quand x tend vers pi sur 2, donc ici, quand grand x tend vers 0, v de x, ça tend vers 1. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 2, de v rang u de x, c'est-à-dire de tangente pi moins 2x sur pi moins 2x, c'est 1. Et ceci implique que la limite, quand x tend vers pi sur 2 de notre fonction, donc de tangente pi moins 2x sur x moins pi sur 2, la limite ici c'est 1, fois moins 2, je trouve moins 2. Dans cet exemple, je calcule la limite en pi sur 6 de sinus 6x sur 2 cosinus x moins racine de 3. X tend vers pi sur 6, sinus x tend vers pi, et sinus pi c'est 0, donc le numérateur tend vers 0. En pi sur 6, cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, fois 2 ça fait racine de 3, moins racine de 3 c'est 0, donc là une forme à déterminer, 0 sur 0. Comme ce n'est pas la variable qui tend vers 0,
Donc là, une variable qui tend vers pi sur 6, on a envie d'avoir une variable qui tend vers 0. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire que ceci, c'est la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de sinus 6x, c'est 6 fois x moins pi sur 6, et je corrige. 6x, le voici. 6 fois moins pi sur 6, c'est moins pi, donc j'ajoute pi. Tout ça, c'est 6x. Pourquoi j'écris comme ça? Parce que x moins pi sur 6 ici, ça tend vers 0. Et pour pouvoir utiliser les formules en 0. Pareil, au dénominateur, je vais écrire 2 fois cosinus. Au lieu d'écrire x, je vais écrire x moins pi sur 6 plus pi sur 6. Moins racine de 3. Je vais obtenir la limite lorsque x tend vers pi sur 6. Alors on sait que sinus grand X plus pi, c'est moins sinus grand X. Sinus x plus pi, c'est moins sinus x. Donc ici, ça va être moins sinus 6 fois x moins pi sur 6. Divisé par 2 fois cosinus a plus b, c'est cosinus a fois cosinus b, moins sinus a fois sinus b. Donc 2 fois cosinus x moins pi sur 6 fois cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, moins sinus x moins pi sur 6 fois sinus pi sur 6, c'est 1,5, moins racine de 3. J'obtiens la limite, lorsque x tend vers pi sur 6, de moins sinus 6 fois x moins pi sur 6, divisé par 2 fois racine de 3 sur 2 cosinus x moins pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 cosinus x moins pi sur 6, 2 fois 1,5, ça fait moins sinus x moins pi sur 6, moins racine de 3, je vais l'écrire ici, moins, et je mets racine de 3 en facteur pour faire moins 1. Et notre fonction, je l'ai écrit sous cette forme-là, exprès, parce que là, je vois la composée de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction u qui à x associe x moins pi sur 6. Donc u de x, c'est x moins pi sur 6. Et la deuxième fonction v, c'est la fonction qui a grand X associe moins sinus 6 grand X divisé par racine de 3 fois cosinus grand X moins 1 moins sinus grand X. Eh bien, lorsque x tend vers pi sur 6, x moins pi sur 6 tend vers 0. Donc je vais écrire, on a limite lorsque x tend vers pi sur 6 de x moins pi sur 6, c'est 0. Puis, limite, quand grand X tend vers 0, de moins sinus grand X, moins sinus 6x, c'est-à-dire la fonction v ici, sur racine de 3 fois cosinus x moins 1 moins sinus grand X. Alors pour calculer cette limite ici, ça va être la limite quand grand X tend vers 0, et bien tout simplement, pour chercher cette limite, je vais diviser par grand X au numérateur et au dénominateur. Donc, moins
6x sur x, divisé par racine de 3 fois cosinus x moins 1 sur x, moins sinus x sur x. Cosinus x moins 1 sur x, la limite c'est 0. Sinus x sur x, la limite c'est 1. Le dénominateur, la limite c'est moins 1. Sinus 6x sur x, nous savons que la limite de sinus x sur x égale 1. Donc ici, c'est aussi une composée. Donc je multiplie par 6 et par 6. Donc là, c'est une composée. Limite de sinus x sur 6x en 0, c'est 1, fois moins 6. Donc le numérateur, sa limite, c'est moins 6. Le dénominateur, sa limite, c'est moins 1. Donc le tout, sa limite, c'est 6. Donc ici, quand grand x tend vers 0, v de x tend vers 6. Conclusion, limite, quand x tend vers pi sur 6 de tout ça, de moins sinus de la composée, moins sinus 6 fois x moins pi sur 6 divisé par racine de 3 fois cosinus x moins pi sur 6 moins 1 moins sinus x moins pi sur 6, c'est égal à 6, c'est-à-dire cette fonction, c'est celle-là, limite quand x tend vers pi sur 6 de sinus 6x divisé par 2 cosinus x moins racine de 3, c'est égal à 6. Voici donc quelques limites. On passe à la continuité des fonctions composées. Je considère une fonction f, puis une fonction g, pour avoir g rond f. Alors il y a deux théorèmes. Le premier, c'est la continuité en un point, puis la continuité sur un intervalle. Le premier théorème me dit que si f est continu en A, et G continue en f de A. Donc A, je calcule f de A, puis je calcule G rond f de A. Donc si f est continu en A et G continue en f de A, alors G rond f est continu en A. La preuve, elle n'est pas compliquée. Pour démontrer que G rond f est continu en A, on montre que la limite, lorsque x tend vers A, de G rond f de x, c'est G rond f de A. Et pour démontrer que cette limite, c'est G rond f de A, on utilise la limite de la fonction composée, le théorème de tout à l'heure. Comment on va faire? Comme f est continu en A, alors, je sais que la limite, lorsque x tend vers A de f de x, c'est f de A. Donc, si x tend vers A, f de x tend vers f de A. Je pose B égale f de A. Donc, soit B égale f de A. Comme G est continu en B, parce qu'on a dit G est continu en f de A, alors la limite quand grand X tend vers B de G de grand X, c'est G de B. D'où la limite lorsque X tend vers A de G rond f de X, c'est G de B, c'est-à-dire G de B, c'est f de A. C'est-à-dire limite quand x tend vers A de G rond f de x, c'est G rond f de A. Ceci démontre que G rond f est continu en A. Le deuxième théorème
vous avez une fonction f et g, c'est la continuité sur un intervalle. Le théorème nous dit que si f est continu sur un intervalle i, donc f continue sur l'intervalle i, g est continu sur un intervalle j, donc g est continu sur l'intervalle j, et si pour tout x de i, f de x appartient à j, pour pouvoir composer. Donc si pour tout x appartient à i, f de x appartient à j, c'est-à-dire que l'image de l'intervalle i est incluse dans j. Donc pour x appartient à i, f de x appartient à l'ensemble de définition de g, ou l'ensemble de continuité de g, alors g rond f est continu sur i. Ça découle de ce théorème-là. Alors si f est continu sur un intervalle i, et pour tout x de l'intervalle i, f de x positif. Pour tout x appartenant à i, f de x est un nombre positif. Je compose avec la fonction racine. F de x positif, c'est-à-dire f de x appartient à 0 plus l'infini. Comme f de x appartient à 0 plus l'infini et que la fonction racine carrée est continue sur 0 plus l'infini, alors la composée est continue sur i. Donc si f est continue sur i et f de x positif, alors la fonction qui à x associe la composée, c'est racine de f de x, est continue sur i. Ceci est un théorème que vous connaissez déjà. Vous savez que si une fonction est continue sur l'intervalle et qu'elle est positive ou nulle sur cet intervalle, sa racine carrée est continue. Pareil, si je prends une fonction f continue sur i, donc si f est continue sur i, et n un entier naturel, non nul, alors la fonction qui à x associe f de x puissance n est continue sur i. Pourquoi ceci est vrai? Parce que c'est la composée de la fonction f avec la fonction qui à grand x associe grand x puissance n. Si f est continue sur i, comme la fonction qui à x associe x puissance n est continue sur r, la composée, donc vous prenez x, vous calculez f de x que vous élevez à la puissance n, c'est la fonction f de x puissance n. Et cela aussi, c'est un théorème que vous connaissez. Voici un exercice. Je considère la fonction définie par tangente pi x2 sur 2x2 plus 1. Une première question, on veut démontrer que pour tout nombre réel x, pi x2 sur 2x2 plus 1 est entre 0 et pi sur 2, strict en pi sur 2, et montrer que la fonction f est continue sur R. Pour répondre à cette question, pour montrer, déjà, pi x2 sur 2x2 plus 1 est positif. C'est immédiat. Pi x2 sur x2, 2x2 plus 1 est strictement positif, il n'y a aucun problème, pas de souci, tous les nombres sont positifs. Pourquoi c'est plus petit que pi sur 2? Je n'ai qu'à faire la différence. Pi x2 sur 2x2 plus 1 moins pi sur 2. Donc le dénominateur commun ici c'est 2 fois 2x2 plus 1. Ici je multiplie par 2. 2pi x2 moins pi que je multiplie par 2x2 plus 1. 2pi x2 moins 2pi x2 c'est 0. Ça reste moins pi divisé par 2 fois
2x2 plus 1, et ceci est un nombre strictement négatif. Donc, pi x2 sur 2x2 plus 1, moins pi sur 2 strictement négatif, c'est-à-dire ceci est plus petit que x2, plus petit que pi sur 2. D'où la double inégalité. Pour la deuxième question, pour montrer que f est continu sur R, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vois que c'est la composée de deux fonctions. La première fonction x associe pi x2 sur 2x2 plus 1, donc je vais dire la fonction pi à x associe pi x2 sur 2x2 plus 1 est continue sur R, parce que c'est une fonction rationnelle avec le dénominateur qui ne s'aligne jamais, avec 2x2 plus 1 différent de 0. Et pi x2 sur 2x2 plus 1, c'est plus petit que pi sur 2, plus grand que 0, donc plus grand que moins pi sur 2. C'est-à-dire, pi x2 sur 2x2 plus 1 appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Comme la fonction tangente est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2, donc vous voyez, je prends x, je calcule pi x2 sur 2x2 plus 1, x réel, ce nombre, il est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et je compose avec la fonction tangente. La fonction tangente est continue sur cet intervalle, donc f est continue sur R comme étant composée de deux fonctions continues. Voilà. Dans cet exercice, je vous représente deux courbes de deux fonctions f et g. La fonction f est définie sur moins l'infini 3, elle est continue sur cet intervalle. Sa limite en moins l'infini, c'est 0. Sa limite à gauche en 3, c'est plus l'infini. La fonction g est définie sur R, sauf en 2. Elle est continue sur moins l'infini 2 et elle est continue sur 2 plus l'infini. La limite de g en moins l'infini, c'est 0. La limite de g en plus l'infini, c'est moins 1. Et la limite de g en 2, à gauche, c'est plus l'infini, et à droite, c'est moins l'infini. Ce que je propose de faire, c'est d'abord de chercher l'ensemble de définitions de g rond f. Donc, vous avez la fonction f, puis la fonction g et g rond f. Eh bien, g rond f de x existe lorsque d'abord x est dans l'ensemble de définitions de f et f de x appartient à l'ensemble de définitions de g pour pouvoir calculer g de f de x. Première condition, x est dans l'ensemble de définitions de f. Ça veut dire x strictement plus petit que 3. X appartient à df veut dire x appartient à moins l'infini 3. Deuxième condition, f de x appartient à l'ensemble des définitions de g, c'est-à-dire f de x, l'ensemble des définitions de g, c'est R privé de 2, x appartient à l'ensemble des définitions de g, ça veut dire f de x différent de 2. Bon, mais alors, quand est-ce que f de x est égal à 2? Je regarde la courbe de f. F de x est égal à 2 pour x égale 0. f de 0, c'est 2. Donc f de x différent de 2, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, vous avez l'intervalle moins l'infini 3. 3, on le supprime. X appartient à l'ensemble des définitions de g rond f. D'abord, x appartient à moins l'infini 3 et f de x différent de 2, c'est-à-dire
x différente de 0. Donc, la conclusion, c'est que l'ensemble de définition de G rang f, c'est moins l'infini 0, réuni avec 0,3. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer les limites de G rang f aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire en moins l'infini, en 0 et en 3. En moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini. La limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, je regarde la courbe de f, en moins l'infini f de x, la limite c'est 0. Donc, x appartient à x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Et quand un nombre tend vers 0, que j'appelle grand X, et la limite, quand grand X tend vers 0 de g de grand X, alors si x tend vers 0, je regarde la courbe de g de x tend vers 1,5. G continue en 0, g de 0 c'est 1,5. Donc limite en 0 de g de x, c'est 1,5. Donc g de x ici, sa limite c'est 1,5. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de g rond f de x, c'est 1,5. Je calcule maintenant la limite de g rond f en 0. La limite quand x tend vers 0 de f de x, eh bien, quand x tend vers 0, limite de f de x, c'est f de 0, c'est 2, parce que la f est continue en 0. Donc, quand x tend vers 0, f de x tend vers 2. Et limite, quand x tend vers 2 de g de x, donc si x tend vers 2, g de x il tend vers quoi? Quand x tend vers 2, eh bien, à droite et à gauche, ce n'est pas la même chose. À gauche en 2, c'est plus l'infini. Donc, on va discuter le cas x tend vers 2 moins. Et donc, si x tend vers 0 moins, alors si x tend vers 0 à gauche, f de x tend vers 2, mais f de x est plus petit que 2. Donc, f de x tend vers 2 moins. Et quand grand X tend vers 2 moins, g de x tend vers plus l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers 0 moins, de g rond f de x, ça va être plus l'infini. Maintenant, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Si x tend vers 0 plus, x tend vers 0 à droite, f de x tend vers 2, et f de x est plus grand que 2. Donc limite de f de x c'est 2, et f de x est plus grand que 2, donc j'écris 2 plus. Donc f de x tend vers 2 plus. Et la limite, quand grand X tend vers 2 plus de g de grand X, donc si grand X tend vers 2 plus, x tend vers 2 par valeur supérieure, g de x tend vers moins l'infini. Donc ça va être moins l'infini ici. Donc la limite, quand x tend vers 0 plus, de g rond f de x, ça va faire moins l'infini. Et enfin, je vais chercher la limite quand x tend vers 3 à gauche de g rond f de x. Donc x tend vers 3 moins. Donc je commence par f de x. Quand x tend vers 3 à gauche, f de x tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers 3, f de x ici, sa limite, c'est plus l'infini. Et quand grand X tend vers plus l'infini, et la limite,
quand grand X tend vers plus l'infini de G de grand X, je regarde la courbe de G. En plus l'infini, G de X tend vers moins 1. Donc, la limite, quand X tend vers 3 moins, de G rond F de X, c'est moins 1. Quand X tend vers plus l'infini, quand grand X tend vers plus l'infini, G de X tend vers moins 1. Donc la composée, c'est moins 1. Ça, c'est pour les limites. Je vais maintenant parler de la continuité de G rond F. On va étudier la continuité de G rond F sur l'intervalle moins l'infini 0, puis sur l'intervalle 0,3. Je commence par l'intervalle moins l'infini 0. F est continu sur moins l'infini 0. Alors pour la continuité de G rond F est continu sur l'intervalle moins l'infini 0. Regardez la courbe de F, elle est d'ailleurs continue sur moins l'infini 3. Bon, sur moins l'infini 0, c'est une fonction continue. Et pour que la composée soit continue, il faut voir l'image de l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire f de x appartient à quel intervalle? Si x appartient à moins l'infini 0, f de x est dans l'intervalle 0,2. Donc f est continu sur moins l'infini 0 et pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a f de x qui appartient à 0,2. Maintenant, est-ce que g est continu sur 0,2? La fonction g, la voici, sur l'intervalle 0,2, la fonction g est continue. Donc je vais dire comme g est continu sur 0,2, alors G rond F est continu sur moins l'infini 0 comme étant composé de fonctions continues. Sur l'intervalle 0,3, donc si je travaille sur l'intervalle 0,3 ici, f sur l'intervalle 0,3 est bien continu. Donc f est continu sur l'intervalle 0,3 et f de x appartient à quel intervalle? Si x est entre 0 et 3, f de x est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, f de x est dans l'intervalle 2 plus l'infini. G est continu sur 2 plus l'infini. La courbe de G sur l'intervalle 2 plus l'infini, la voici, c'est une fonction continue. Donc je vais dire comme G est continu sur 2 plus l'infini, alors G rond F est continu sur l'intervalle 0,3 comme étant composé de fonctions continues. Voilà, merci d'avoir suivi.